Bonjour à tous, je suis Blaise Nicolet, en charge du développement de Pergame. Alors Pergame, c'est une société de gestion que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter lors de précédents webinaires. Je suis accompagné aujourd'hui de Benjamin Billard. Bonjour Benjamin. Bonjour Blaise. Alors comme vous l'avez vu dans les webinaires précédents, l'idée est de vous présenter au fil de l'eau les différentes expertises de Pergame. On s'est déjà bien évidemment attardé sur des sujets de gestion sur mesure, des convictions thématiques comme le software. Et aujourd'hui, on voulait vous parler d'un investissement un peu atypique, un peu différent, un univers d'investissement que peu connaissent, que moi-même j'ai découvert en arrivant chez Pergame, que je trouve particulièrement intéressant, très patrimonial parce que on va beaucoup parler dans ce webinaire consacré au holding coté, notamment d'alignement d'intérêts. Et comme vous le savez, comme on a déjà eu l'occasion de le dire, l'alignement d'intérêts est quelque chose qui est au cœur de notre activité chez Pergame. Et c'est tout ce qu'on retrouve dans cet univers de holding. Je vais laisser la parole à Benjamin. Bien sûr, l'idée est que vous posiez aussi au fil de l'eau les questions que vous avez envie de poser et on essaiera d'y répondre comme toujours à la fin de ce webinaire. Et je vais commencer par une première question pour Benjamin, qui est une question assez classique. Raconte-nous ta vie, ton œuvre, ton mantra, comment tu es arrivé à cet univers de holding. Et on va voir que le parcours de Benjamin est un parcours assez international, mais je vais le laisser nous expliquer tout ça. Merci Blaise. Benjamin Billard, j'ai 20 ans d'expérience en finance, j'ai passé 17 ans à Londres. J'ai commencé comme analyste dans une banque chez Merrill Lynch où je suivais le secteur des télécoms. Je suis passé dans différentes sociétés de gestion indépendantes où je suis devenu petit à petit généraliste. Et j'ai rejoint Pergame en 2021 pour saisir l'opportunité de gérer un fonds. Et c'est ce qu'on a fait en lançant PBH, donc Pergame Best Holding, en décembre 2022. Sachant que Pergame avait déjà l'habitude d'investir dans des holdings, parce que ça correspond assez bien à l'ADN de la maison, qui est une ADN entrepreneuriale et familiale. Et donc, voilà, on a conçu le produit pendant un an et on l'a lancé en décembre 2022. Bon, très bien, on comprend ta vision à la fois internationale et puis la façon dont tu es arrivé finalement à cet univers de holding. J'ai l'impression que pour toi, c'est une espèce de passion. Et justement, cet univers d'alignement d'intérêts qu'on va retrouver dans les holdings et sur lequel on va beaucoup s'arrêter parce que c'est un point fondamental, à la fois un point fondamental réel de gestion et puis également des éléments d'explication qui sont, me semble-t-il, très importants pour vos clients. Mais le premier alignement d'intérêts, c'est peut-être le tien avec nos clients, nos porteurs de parts. Est-ce que tu investis ton argent dans le fonds? C'est souvent une question qui est un peu galvaudée parce que tous les gérants vont avoir tendance à dire « Bien sûr, j'investis une partie de mon épargne dans le fonds, etc. » Mais je crois que c'est beaucoup plus significatif dans ton cas et ça traduit en tout cas une conviction qui, me semble-t-il, est très forte. Oui, non, absolument. J'ai investi une partie significative de mon patrimoine sur ma famille proche, tout simplement parce que j'ai confiance dans notre processus de gestion. Je pense qu'il est logique, il est raisonné, donc il devrait amener de la performance à moyen terme. Et puis, je crois que c'est une question de cohérence. Je pense que c'est normal que le cuisinier ait envie de manger dans son propre restaurant. Ça me semble tout à fait sensé. Donc, tu es finalement, toi aussi, copassager du bateau. Alors, parlons justement de ce bateau en question, parce que comme je le disais en préambule, l'univers des holdings d'investissement cotés est un univers qui est peu connu de nos partenaires, notamment distributeurs, conseillers en gestion de patrimoine. Est-ce que tu peux nous expliquer de la façon peut-être la plus simple mais intelligible possible, sans dénaturer le propos, ce qu'est véritablement une holding d'investissement coté? Qu'est-ce que cet animal un peu bizarre, un peu hybride, qu'on connaît tous au travers de personnalités très fortes comme Warren Buffett, Berkshire Hathaway, mais j'imagine que ce n'est pas la seule holding et la seule nature de holding. Donc, qu'est-ce que sont ces animaux holding cotés? Bien sûr. Donc, d'abord, répéter évidemment que ce sont des sociétés cotées. On investit sur des sociétés cotées. Absolument. Elles détiennent des participations diversifiées. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ces participations sont
indépendantes les unes des autres, autonomes par rapport à la holding, ce qui veut dire que chaque participation a son management propre. Et donc, l'enjeu pour la holding, c'est de gérer comme un investisseur ce portefeuille de participation, le cas échéant en vendre, en racheter, augmenter sa participation quand ces participations sont elles-mêmes en bourse. Donc, voilà, ce sont des allocateurs de capital. Donc, tu citais Berkshire Hathaway, mais d'autres exemples sont, par exemple, Exor en Europe. On y reviendra un tout petit peu plus tard dans la présentation, mais je perçois tout de suite le fait que, au travers d'une position sur une holding cotée, on a finalement une très forte diversification, à la fois sectorielle, géographique, puisque ces holdings pilotent finalement un certain nombre de participations qu'on va retrouver en dessous, et c'est un sujet sur lequel on va s'attarder. Mais avant de rentrer dans ce détail, dans ces moteurs finalement de performance des holdings cotés, comment on les trouve? Est-ce que je vais sur ChatGPT et je tape holding coté et on va me sortir une liste de toutes les holdings cotées? Ou est-ce que cette chasse au trésor est finalement un travail un tout petit peu plus complexe? En tout cas, moi j'ai regardé, est-ce qu'il y a des ETF? Est-ce qu'il y a finalement un univers benchmark holding? Je ne l'ai pas trouvé. Donc toi, comment dans cette recherche, cette chasse au trésor, comment tu travailles? Non, mais c'était une partie importante de notre travail. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'univers défini, il n'y a pas de liste de holding. Donc, nous, on a fait un travail de recensement, qui est un véritable travail de fourmi pour trouver les 140 valeurs qui font partie de notre univers. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un univers très diversifié. Donc, on en a de toute taille, de la plus grosse, Berkshire Hathaway, plus de 400 milliards de market cap, à des sociétés de taille plus modeste, même des small cap. Et ça va il y en a évidemment beaucoup en Europe, aux États-Unis, mais aussi en Asie, au Japon. Et ce qui est vraiment, voilà. Et donc cet univers, en fait, in fine, il est propriétaire. Oui. On peut pas le répliquer. C'est ce qui fait que notre approche est assez différente et qu'en fait, il y a très peu de fonds qui font ce qu'on fait. Absolument. Donc, tu t'es en fait constitué au travers de ton travail de recherche tout seul, ton univers d'investissement dans lequel tu vas. Et il est, pour te couper, excuse-moi, mais il n'est pas statique. C'est-à-dire qu'on en trouve, on continue à chercher, on continue à en trouver de nouvelles. D'accord. Alors, la question que se pose tout le monde une fois qu'on a dit ça, qui est une première question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est finalement, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que la performance est au rendez-vous? Est-ce que ça délivre? Et j'aimerais bien, dans un premier temps, que tu nous précises cet élément-là. Et j'imagine que tu as, avant de lancer le fonds, opéré tout un travail d'analyse historique également sur cet univers d'investissement. Comme je disais, donc, chez Bergam, on avait l'habitude d'investir dans des holdings. On avait une bonne performance. Mais bon, on s'est dit, si on élargit et structure l'approche, est-ce que ça va vraiment marcher? Donc, on a fait tout simplement un backtest de notre univers. Et on s'est aperçu que sur très longue période, donc un peu plus de 10 ans, l'univers surperforme le marché entre 1 et 2% par an, dividendes inclus. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on pêche dans un bon étang. Si on sélectionne les bonnes holdings, on devrait logiquement surperformer le marché. Bon, donc la pêche est bonne dans les temps, mais finalement, tout ça revient à dire que ça fonctionne globalement, en tout cas à long terme, mieux que les sociétés classiques. Et ça, c'est un élément sur lequel je pense qu'il est intéressant de s'arrêter. Ce sont les raisons, finalement, de cette surperformance à long terme. Comment tu l'expliques concrètement, puisque c'est quelque chose qu'on mesure sur un historique qui, comme tu le rappelais, relativement long. Alors, quels sont les drivers, finalement, qui expliquent cette surperformance? On pense qu'il y a 3 raisons principales. La première, et en fait, quand on pense à cet univers des sociétés cotées, il y a 3 imperfections. Et les holdings, en fait, familiales apportent d'une certaine façon une solution à ces 3 imperfections. Le premier problème, c'est le problème d'alignement d'intérêt. Donc, dans notre portefeuille, les dirigeants et le conseil d'administration possèdent en moyenne 30% du capital des sociétés holding. Alors que si on compare au marché coté en général, et là on a pris
on a pris le S&P 500 pour représenter les marchés cotés, ce pourcentage n'est que de 1,5%. On voit que c'est un monde qui n'a rien à voir. Absolument. Nous, dans notre univers, l'alignement des intérêts est très fort. Le second problème qu'on voit des marchés financiers en général, c'est un problème de gestion un peu court-termiste. Voilà, gestion au trimestre, avec des guidance à court terme, qui empêchent en fait de se projeter à long terme, de mener des investissements un petit peu difficiles au début, mais qui portent des fruits à long terme. Et donc, la façon dont on a réfléchi, donc on a pris en compte la durée moyenne du mandat d'un CEO. Pour le S&P, c'est 5 ans. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'était 6 ans et demi en 2013, alors que pour notre portefeuille, c'est 11 ans. Donc, on voit bien, voilà, ce sont des sociétés familiales qui se projettent dans le long terme. Le troisième problème, le troisième problème qu'on voit dans les marchés financiers, c'est la bureaucratie. C'est des couches de décision, finalement, des décisions qui ne sont pas prises, couches de management qui font que les décisions ne sont pas prises près des clients. Nous, nos holdings, elles sont d'abord très efficientes. Les bonnes holdings, elles sont très efficientes. Et puis, elles ont vraiment cette culture de décentralisation. Elles laissent leur participation faire. Et même dans les participations, généralement, il y a aussi une culture de décentralisation. C'est très clair et sans faire de parallèle trop populiste, mais j'y vois finalement un miroir de l'univers politique et des reproches qu'on peut formuler à l'égard de tout un tas de démocraties dans lesquelles les mandats sont courts, empêchent de se projeter sur des réformes de long terme qui sont des réformes créatrices de richesse et de valeur. Et c'est tout ce qu'on va finalement éviter dans cet univers de holding par tous ces éléments que tu as expliqués. Je voudrais quand même qu'on revienne sur un point qui est central à la fois chez Pergame, puisque c'est vraiment le mantra de Pergame depuis sa création, à la fois sur le private equity et puis dans la façon dont on adresse les marchés cotés, c'est cette notion d'alignement d'intérêt. Intuitivement, bien sûr, cet alignement d'intérêt que tu as, toi, avec les porteurs de parts, on l'a vu, puisque tu es significativement investisseur dans le fonds, mais que tu vas retrouver également dans l'investissement que tu réalises et ton alignement d'intérêt avec les managements, les équipes au sein de ces holdings. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet alignement d'intérêt qui est, me semble-t-il, le point central de cet univers? Je pense que cet alignement d'intérêt, ça correspond à la vision patrimoniale qu'on a de notre fonds et je pense que c'est rassurant pour nos clients. Je peux peut-être parler d'anecdotes. Donc, j'ai rencontré le CEO d'une de nos participations qui s'appelle Ackermans, c'est une société belge d'à peu près 4 milliards de market cap. Et on discutait et à un moment, il m'a interrompu quand je faisais une question sur l'emploi de son cash au niveau de la holding. Il m'a dit, écoutez, nous en sommes à la 6e génération et ma principale mission, c'est de transmettre la société dans un meilleur état que celle que je l'ai reçue et de la transmettre à la 7e génération. On voit bien que cet aspect familial, il est important. D'ailleurs, quand je regarde notre portefeuille, 75% est constitué de valeurs qui soit sont familiales ou soit c'est même la première génération, donc c'est le fondateur qui est à la tête. Et il y a un autre point qui me semble intéressant à souligner, c'est le fait que nos holdings, de manière générale, ont une politique financière assez prudente, avec peu de leviers financiers. Elles comprennent bien que le levier, c'est positif quand tout va bien. Évidemment, c'est un point négatif quand l'environnement se tend. Mais surtout, je veux dire, quand on est investisseur, c'est très utile d'avoir du cash, parce que dans les moments difficiles de marché, on peut se permettre d'être opportuniste. Donc ça, c'est un point qu'on aime bien. On pense que on pense que nos holdings, factuellement, ont moins de leviers que le marché financier en général. Et je pense que ça va leur permettre de créer de la valeur à long terme. Ça me paraît très clair et j'imagine que ça résonne très favorablement dans l'oreille de nos auditeurs, de nos partenaires, parce que c'est aussi la vision que beaucoup mettent en avant auprès de leurs clients, c'est-à-dire une vision patrimoniale, une vision générationnelle, un alignement d'intérêts qui me semble assez évident et créateur de valeur. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, tu navigues dans un univers qui est quand même relativement large. C'est un univers dans lequel on va retrouver
comme tu le disais, plus de 130, 140 holdings, et en plus un univers qui est mouvant. Comment tu navigues, comment tu filtres, comment tu opères ta sélection pour finalement arriver à la structuration d'un portefeuille dans lequel on rentrera dans le détail, dans lequel tu as aujourd'hui une quarantaine de participations. D'accord. Quelles sont les méthodologies de sélection que tu mets en œuvre? On a développé une méthodologie un processus d'investissement en 3 étapes. Le premier, c'est un peu un filtre négatif. Oui. Donc, on enlève celle des holdings dont on pense que l'intérêt, l'alignement des intérêts n'est pas optimal. Alors, c'est pas parce que c'est une famille qui gère un holding que les intérêts sont vraiment alignés avec les minoritaires. Donc, en fait, il faut un peu gratter, il faut faire une véritable analyse. Oui. Il faut regarder toutes les décisions qui ont été prises dans le temps pour voir si l'intérêt des minoritaires est bien respecté. Oui. Il y a des cas aussi où finalement, on s'aperçoit que la famille ou l'actionnaire majoritaire n'a pas intérêt à ce que le cours de bourse s'apprécie. Donc ça, c'est aussi des sociétés qu'on met un peu de côté, voilà. Mais voilà, donc les analyses qu'on fait, c'est l'analyse de la rémunération des dirigeants, oui. Si elle est bien alignée, si elle est appropriée. On regarde s'il n'y a pas de convention spéciale, pas de commandite, pas de choses un petit peu particulières. On regarde aussi comment les dirigeants sont nommés, s'il n'y a pas de problème de népotisme, une famille qui prend trop de contrôle. On veut évidemment, nous, des sociétés méritocratiques. Donc voilà, ça c'est le premier filtre. On veut une gouvernance saine et on veut des intérêts qui soient bien alignés. Donc, on exclut celles pour lesquelles ce n'est pas le cas. C'est le premier filtre. Deuxième étape, on s'intéresse à la façon dont la holding va créer de la valeur. Donc, on parlait d'allocation de capital. On va l'analyser, cette allocation de capital. Donc, les décisions, le choix entre un dividende et un buyback. Est-ce que les sociétés utilisent le buyback à bon escient quand on a des cotes élevées? Et puis, on va faire un audit du track record des acquisitions et des ventes de participation pour vérifier que ce sont en fait des bons investisseurs. Parce qu'en fait, c'est l'idée de notre produit, c'est de s'aligner. On appelle ça en anglais follow the money makers, mais on va être un peu en ski nautique derrière des investisseurs de talent. Parce qu'on sait que si ils ont un bon track record, toutes les chances sont de notre côté pour que les prochaines décisions d'investissement soient créatrices de valeur. Et puis, on s'intéresse aussi à la façon dont ils ajoutent de la valeur à nos participations. Oui. On préfère qu'ils soient actifs plutôt que complètement passifs. Parfois, ils sont passifs, mais la façon dont on a dit, ils ne gèrent pas les participations, il y a un management. Mais en revanche, ils peuvent influencer par le conseil d'administration, par le choix des hommes, parfois aussi par les valeurs, la culture. Et ça, c'est important et c'est un autre facteur d'ajout de valeur. Donc, voilà, première étape, est-ce que ces holdings-là sont capables d'ajouter de la valeur? Et puis, deuxième étage de la fusée, on va regarder les participations elles-mêmes. Oui, absolument. Et ça, en fait, c'est un travail plus classique d'analyse financière. On va rencontrer les managements, on va faire des projections, on va comprendre si le consensus comprend bien la société, parce qu'on comprend bien que c'est évident que, voilà, disons que si j'étais positif, je le suis, sur la capacité d'Exor à créer de la valeur, leur participation, c'est Stellantis, c'est Ferrari. Si ça se passe très mal pour Stellantis, qui était le cas l'année dernière, Exor va pas performer. Nous, on était très positifs sur Exor en 2023. Voilà, on a beaucoup réduit fin 2023-2024 parce qu'il faut qu'on soit convaincu du potentiel boursier des sociétés du portefeuille. Et d'ailleurs, donc toute cette analyse financière, à la fin du je calcule un potentiel de croissance de la NAV. Et alors là, je me permets de t'interrompre tout de suite. Alors, c'est vrai que par habitude, on a toujours dit qu'on allait volontairement limiter les anglicismes, les acronymes. Et je crois qu'on a bien compris ton travail, qui est une espèce de travail d'inspecteur Colombo, parce que tu intègres à la fois des critères qui sont extra-financiers, qui vont presque toucher à une bonne compréhension de la psychologie des familles aux côtés desquelles tu vas investir. Et puis, il y a bien évidemment à côté de ça toute une approche qui est beaucoup plus financière traditionnelle,
dans cet univers de holding auquel j'ai commencé à m'intéresser bien sûr il y a quelques mois en arrivant chez Pergame, il y a quelques éléments clés au travers d'acronymes, notamment la NAV, la décote. Je pense que c'est intéressant pour les auditeurs de s'arrêter sur cette notion de NAV, de Net Asset Value. Qu'est-ce que cette notion, elle recouvre exactement? Est-ce que tu peux nous l'expliquer de la façon la plus simple possible sans dénaturer non plus le propos? On va faire un petit schéma. Ah, magnifique, c'est sympa. Moi, j'adore les schémas parce qu'il me faut des choses niveau CM2. Tu sais, j'ai une compréhension qui est toujours très relative des choses. Donc voilà, la façon dont on la calcule, en fait, on fait la somme des parties, donc on additionne la valeur de toutes les participations. Oui. Donc certaines peuvent être cotées en bourse, certaines sont des actifs privés. Donc c'est là où on fait un travail un petit peu plus d'inspecteur Colombo, enfin d'investigation, pour comprendre quelle est la valeur de ces actifs-là. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans certaines histoires, c'est qu'il y a parfois des actifs cachés, donc le marché appréhende mal, et dont on pense qu'ils vont être très, très forcément créateurs de valeur. Donc voilà, on fait cette somme de ces participations, on arrive à un actif brut. Là, on enlève la dette, évidemment. Puis nous, ça fait partie de notre méthodologie. On enlève les coûts de holding. Donc, on prend les coûts de holding annuels, on les multiplie par 10 pour les capitaliser, et puis on les soustrait. Donc, on arrive à une valeur d'actif net. Oui. Et cette valeur d'actif net, elle se compare à la capitalisation boursière. Et la différence entre les deux, c'est la fameuse décote de holding. D'accord. Alors, cette décote, pour rentrer également un peu plus dans le détail des drivers de performance, comment tu l'appréhendes? Comment se situe, on le verra peut-être après, cette décote également dans l'environnement actuel de marché? Est-ce que c'est un driver de performance? Est-ce que c'est un point d'attention particulier? Est-ce que tu as des stratégies entre valeur d'actifs et décote, justement? Comment tu appréhendes cet univers-là, NAV et décote? Alors, avec un petit peu d'expérience, je me suis rendu compte qu'une décote importante, ça peut être un piège. Ça peut être plutôt un signal de problème à venir qu'un indicateur de performance. Donc vraiment, la clé, c'est la capacité à créer de la valeur. La clé, c'est la croissance future de la NAV. Oui. Donc c'est ce qui fait tout l'objet de mon travail d'analyse financière. Donc voilà. Donc, Et ça, tu peux l'illustrer peut-être par un exemple, quelque chose de concret dans ce que tu as vu dans le portefeuille? Alors, en termes d'actifs cachés, il y a quelques situations qui me semblent intéressantes. Aux États-Unis, on est actionnaire d'une société qui s'appelle Graham, qui ont un actif qui est petit, qui s'appelle FrameBridge. C'est le leader américain de l'encadrement de photos. D'accord. Ils ont un modèle dual, un peu omnicanal, pardon, oui. Avec des magasins et une présence online. Ce qui est intéressant, c'est que la façon dont Graham gère la société, c'est avec un EBIT à zéro. En fait, ils ont une marge brute positive et ils réinvestissent tout dans des nouveaux magasins. Donc, de notre point de vue, le marché ne voit pas très bien le potentiel de croissance, de création de valeur parce que l'EBIT est toujours, mais très par choix, très faible. managé à zéro. Et puis, il va y avoir un peu une courbe en J. On pense que ça va être que dans les années à venir, il va y avoir beaucoup parce que l'ouverture de magasins va se ralentir en pourcentage du parc existant et la société va devenir très profitable. Ça, c'est vraiment l'exemple parfait. Ça ne se voit pas du tout parce que c'est vu comme un actif qui n'a pas de valeur. Et en fait, c'est un leader, c'est ce qu'on appelle un category killer. C'est un concept de magasin qui résonne très bien avec le consommateur. On pense que ça crée pas mal de valeur. C'est un très bon exemple, une très bonne illustration de, au-delà des chiffres, la valeur ajoutée, l'alpha de ton travail, parce que tous ces chiffres, finalement, tu les questionnes dans le bon sens du terme, tu les remets en question, tu les creuses, et c'est bien évidemment comme ça que tu génères de la valeur. Donc, je pense qu'on a bien compris ces drivers, c'est-à-dire croissance de la NAV, la façon dont il faut appréhender la décote. Maintenant, dans l'univers de marché dans lequel on se trouve aujourd'hui, quel est finalement le positionnement du fonds? Quelles orientations tu as voulu lui donner? Quels ont été tes choix? Comment tu peux nous résumer ton approche et la façon dont elle se traduit dans ton portefeuille aujourd'hui? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est vraiment un fonds de conviction, un fonds de stock picking.
avec un univers, comme on l'a expliqué, qui est très différent de celui du marché. Absolument. Donc, on a un actif share à plus de 90%. On a un fonds de conviction, donc le top 10 de nos positions représente à peu près 40%. Comme on voit à l'écran. Conviction. Ensuite, on a un positionnement très différencié des marchés, où on a une vision assez plutôt value et patrimoniale, ce qui fait qu'on a un bêta qui est assez faible, à 0,7. Ça nous aide bien d'ailleurs dans les phases des marchés difficiles qu'on a connus. Comme on l'a vu au printemps. Voilà, en printemps. Donc, fin avril, c'est vrai qu'on a plutôt d'expérience sur le marché, on a perdu une partie depuis. Le point de différenciation peut-être le plus important à noter par rapport aux autres fonds, c'est qu'on est sous-exposé aux US. Voilà, on trouve plus d'histoires intéressantes et de valeurs dans les pays émergents, au Japon ou même en Europe. Donc, on a à peu près, mettons, avec le Canada, on a autour de 23-24% du fonds en Amérique du Nord, alors que pour l'indice, c'est plus de 60%. Oui. Et puis, on a une certaine surpondération des small caps, qui est toujours maîtrisée dans le processus de gestion. On a à peu près 23-24% du fonds qui est investi dans des sociétés qui ont une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d'euros. D'accord. Alors que pour l'indice, ça serait plutôt autour de 5%. Donc, on arrive par construction, par conviction, à un fonds qui n'a rien à voir avec notre indice, et qui est aussi très différent des principaux fonds actions internationaux. Et je reprends quelques instants ma casquette commerciale. Ça, ce sont des éléments qui, à mon sens, sont extrêmement importants. Comme tu l'as rappelé, c'est vrai que lorsqu'on bâtit une allocation d'actifs pour un client final, qui parfois va être finalement peu pondéré en position action, on va très souvent choisir un très gros blockbuster, comme vous en connaissez certains sur cet univers action internationale qui trustent les premières places à la fois de la collecte et puis des encours. Notre approche n'a jamais été chez Pergame de vous proposer d'utiliser un de nos fonds pour remplacer quelque chose qui fonctionne déjà plutôt bien. Mais je crois qu'on perçoit tout de suite une très forte complémentarité avec l'ajout d'une approche holding dans un fonds international qui, comme tu l'as rappelé, traditionnellement va embarquer un biais US beaucoup plus significatif au travers d'une approche qui est plus benchmarkée dans beaucoup de maisons. Et c'est vrai que les grosses maisons, sans aucune critique, vivent des contraintes que nous ne vivons pas. Nous avons une forme d'agilité, nous avons une capacité à nous affranchir beaucoup plus facilement des benchmarks. Et finalement, combiner une approche holding avec toutes les caractéristiques que tu as décrites et la coupler à un fonds action international plus vanille et plus proche du MSCI World est finalement une très bonne solution pour diversifier et peut-être pour traverser aussi des phases de marché un peu différemment. Et ça va m'amener à la question suivante parce que tu rappelais ce côté un peu plus value qu'on va retrouver structurellement dans cet univers de holding. Et ça m'amène à la question, est-ce que l'environnement de marché actuel est plutôt un environnement qui est propice pour s'intéresser à cette classe d'actifs, s'intéresser à ces holdings? Voilà, je dirais deux choses. Donc, depuis qu'on a lancé le fonds, il s'est passé deux choses un peu majeures, je dirais. La première, c'est l'avènement de l'AI qui a été en fait un frein à la performance relative du fonds. Maintenant, voilà, il s'agit de. Nous, on n'est pas exposé. On est exposé en tech. On a une dizaine de % du fonds qui est en technologie. C'est pas du tout. C'est un secteur qu'on aime bien. On pense qu'on a des très belles histoires. On n'est pas exposé aux grandes, Oméga 7 du marché US. L'autre chose, c'est que quand on a lancé le fonds, je dirais les décotes de holding étaient autour. Pour l'univers, je dirais, est autour de 25%. Et avec la hausse des taux d'intérêt, elles sont arrivées elles sont maintenant plutôt autour de 30%. D'accord. Donc en fait, cette hausse de la décote, c'est un frein à la performance absolue du fonds, qui normalement a été tout à fait correcte. Mais on pense qu'aujourd'hui, à 30% de décote de holding, enfin le portefeuille est à 29, l'univers peut-être à 30, nous on est à 29% de décote de holding.
on a un point haut par rapport à une moyenne historique qui serait plutôt autour de 20%. Et juste pour donner un petit concept, dire en quoi c'est intéressant cette décote de ligne, on ne dit jamais qu'elle va se réduire, mais ça permet de capter les flux financiers avec une décote. Et donc, pour donner un exemple concret, on a une société en portefeuille qu'on a beaucoup, qui s'appelle Sonae, une société portugaise, très conservatrice, une famille, voilà, selon moi, le meilleur format d'hypermarché food et de supermarché food en Europe, avec des marges qui ne ferait pas lire Carrefour. Mais tout ça pour dire qu'on pense qu'ils vont croître leur NAV d'à peu près 9% par an. Et ils s'engagent à donner 3% de la NAV en dividende. D'accord. Donc, hors dividende, mettons, on va 6% par an. Or, il y a une décote de 50%, ce qui fait que les 3% de NAV, ça se traduit en dividende yield qui est près de 6%. Absolument. Donc, on transforme 9% de croissance par an en 12%, 6% de croissance de NAV hors dividende, 6% de dividende yield. Donc, c'est la beauté de la décote. Donc, un point élevé de décote, aujourd'hui, c'est 30%. Voilà, on pense que c'est élevé. Et si je devais parier, on pense que la décote va plutôt se réduire que augmenter. C'est très clair. J'ai rédigé, comme je suis un bon élève, j'ai rédigé une petite conclusion avant de passer à quelques questions, mais je pense qu'en résumé, vous avez compris que notre approche holding cotée, elle repose sur 3 piliers qui sont extrêmement solides. Vous avez bien sûr ce premier pilier sur lequel on s'est attardé, qui est l'alignement d'intérêts avec les actionnaires familiaux et les dirigeants. Je pense que c'est un point fondamental et un point qui parle à beaucoup d'investisseurs privés. La décote structurelle, on y est également revenu. Elle crée parfois une opportunité d'investissement qui est assez tangible et mécaniquement augmente également le yield dans certaines situations, comme tu viens de le décrire. Et puis enfin, ce volet patrimonial, il me semble fondamental parce qu'on avance aux côtés de familles, d'entrepreneurs qui bâtissent leur capital sur le long terme. Et ça, je pense que c'est également non pas un argument sur le papier dans la petite conclusion que j'ai rédigée, mais quelque chose qu'on observe dans une réalité de marché sur laquelle on a beaucoup d'historique et sur laquelle tu es revenu avec cette surperformance à long terme. Je crois que vous percevez bien que chez Pergame, on est une maison différente, indépendante. On a un ADN qui est marqué par le private equity. On a cette capacité à sortir des sentiers battus, à s'éloigner des benchmarks traditionnels. Notre vocation, me semble-t-il, elle est assez claire. C'est vous proposer des solutions qu'on peut qualifier d'innovantes, qui sont parfois d'ailleurs décorrélées des marchés classiques, qu'il s'agisse de private equity, de gestion quantitative ou d'autres stratégies différenciantes. Ce webinaire, ce n'est qu'une étape. Je pense qu'on a encore beaucoup de sujets à partager avec vous, nos partenaires, pour continuer bien sûr à créer de la valeur et à enrichir aussi vos allocations. Je pense qu'on peut peut-être passer à quelques questions. Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui concerne effectivement les plus fortes convictions du portefeuille. Est-ce que tu as des éléments à nous apporter sur peut-être quelques tuyaux sur ce que tu estimes être les meilleurs drivers de perf dans cet univers-là aujourd'hui, ou peut-être des choses, des dossiers, des sujets que tu regardes que tu n'as pas encore rentrés? Peut-être pas pour la deuxième catégorie. Ouais. Pour la première, je peux vous parler de First Pacific, qui est la première position du fonds. Beaucoup d'actifs, énormément de décotes structurelles parce que First Pacific possède une société qui elle-même a une décote qui possède une autre société. Mais alors, le plus important, je pense que c'est l'actif. C'est probablement l'actif principal, c'est une société qui s'appelle Indomie, qui est le leader mondial des nouilles déshydratées. Et je pense que c'est probablement un des meilleurs actifs du secteur de la consommation. C'est donc un produit qui est pas cher, donc c'est de 25 à 50 centimes, très nourrissant, très facile à préparer, qui a une marque incroyablement forte. C'est vrai, ils sont présents principalement en Indonésie, mais dans beaucoup d'autres pays, dont le Nigeria, où tous les Nigérians sont persuadés que c'est une marque
une marque nigériane. La consommation est en train de structurellement augmenter. Donc, si on consommait autant de... Enfin, je veux dire, la consommation en Corée du Sud, si elle était répliquée dans d'autres marchés, le potentiel serait gigantesque. Et c'est un modèle économique incroyable, avec plus de 26% de marge EBIT. Tout ça pour un PE à 16, qui est très, très raisonnable. Donc ça, je pense que c'est un actif qu'on peut avoir en portefeuille pendant des années. First Pacific est un très bon allocateur de capital et ils ont cet actif qui est une vraie pépite. C'est une très bonne illustration. Ça me permet de terminer sur une autre conclusion, un autre sujet. Sachez qu'on est bien évidemment à votre disposition pour animer auprès de vos clients et on a eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises et ça a été à chaque fois extrêmement successful, c'est-à-dire animer des réunions avec vos clients privés sur ce sujet des holdings. Vous l'avez vu, Benjamin est quelqu'un de passionnant, de passionné, qui ne s'est pas travesti comme c'est le cas de certains dans sa gestion parce qu'il est lui-même parfaitement aligné avec ce qu'il fait et ça, c'est toujours très agréable. Et les clients le perçoivent toujours. Il y a cette sincérité qui est aussi une caractéristique de Pergame. Et voilà, pour finir, vous retrouverez ce fonds chez nos partenaires assureurs. Vous en avez bien sûr à l'écran, ce n'est pas exhaustif. On compte sur vous si vous partagez cette passion de l'investissement, cette passion des holdings et de l'intérêt qu'elles présentent dans une allocation d'actifs. N'hésitez pas à nous aider à poursuivre le référencement. Et puis, à très bientôt pour d'autres webinaires sur des expériences toujours aussi atypiques, mais ce n'est pas, comme vous l'avez perçu, atypique pour le plaisir de faire atypique, c'est atypique parce que ça joue et ça présente un intérêt qui est certain pour vous, pour vos allocations d'actifs. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, je serai ravi avec Benjamin d'y répondre. On peut se faire une visio ou le format que vous souhaitez. Et voilà, je vous dis à très bientôt et une bonne fin de semaine à tous. Merci beaucoup. Merci à tous.